Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Face Caméra, le rendez-vous vidéo de Place Granette. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le recteur de l'Académie de Grenoble, Monsieur Philippe Dulbecco. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va tout de suite commencer par une question un peu bête. Il y en aura d'autres, je vous rassure, mais tout de même faire le point sur c'est quoi un rectorat et c'est quoi un recteur. Est-ce que vous êtes en quelque sorte le préfet de l'Éducation nationale? Formellement, je crois que les recteurs ont été créés par Napoléon pratiquement à la même période que les préfets, considérant à l'époque que l'éducation nationale était un sujet tellement particulier qu'effectivement il fallait qu'il y ait un représentant de l'État sur les territoires qui ne s'occupe que de l'éducation nationale. Bon, c'est un petit peu toujours la réalité. Le recteur, formellement, il est le représentant des ministres, Éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, innovation, sur le territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit l'essentiel. Je vais vous dire ce que nous dit la ministre actuelle, de ce qu'elle attend des recteurs, parce que je crois que ça correspond vraiment, en tout cas ce que moi je considère être la mission d'un recteur. Donc je suis très en phase, ce qui est normal, avec ce que dit la ministre. La ministre nous dit souvent, les politiques de l'éducation nationale sont nationales. Elles s'élaborent au Parlement, elles sont mises en œuvre par le gouvernement. En revanche, la manière de les décliner sur le territoire, ça vous appartient à vous, recteurs. Je vous demande d'innover. Je vous demande de prendre des risques. Je vous demande d'être audacieux. Je vous demande d'avoir des résultats. Et je crois que c'est bien ça, le rôle d'un recteur et d'un rectorat. Bien sûr que la politique de l'éducation nationale, elle est conçue au niveau de la nation, publique, on est indivisible, mais la manière de la décliner doit évidemment tenir compte des spécificités des territoires. Et dans cette académie de Grenoble, vous le savez, entre l'Isère, peut-être en parlait tout à l'heure, quartier Villeneuve, entre Annemasse, entre le Nord-Isère, proximité avec Lyon, entre la Drôme et entre l'Ardèche, on ne peut pas décliner exactement de la même manière les politiques de l'éducation nationale, alors même que l'ambition doit rester la même pour tous les élèves. Et donc le rôle d'un rectorat et le rôle d'un recteur, c'est précisément de décliner les politiques éducatives en tenant compte des spécificités des territoires de manière à ce qu'elles soient le plus en phase avec les attentes des territoires. Donc je me sens assez à l'aise avec ce que nous demande de faire notre ministre, mais je crois que c'est une tendance assez naturelle de l'évolution des métiers des recteurs, qui est de véritablement mettre en œuvre des politiques adaptées au territoire et aux populations des élèves et des familles que l'on rencontre sur le territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'Isère, mais l'Académie de Grenoble, c'est 5 départements. C'est l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Savoie et la Haute-Savoie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des sous-rectorats comme il y a des sous-préfectures du coup? Alors, on n'appelle pas ça des sous-rectorats, mais on appelle ça les DSDEN, des directions de l'éducation nationale par département. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler, alors ce n'est pas des sous-préfets, mais ce sont des DAZEN, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, qui ont la charge, eux, de travailler département par département. Mais évidemment, avec l'impulsion d'une politique académique, vous voyez, tout à l'heure, je vais vous quitter pour aller en réunion avec mes DAZEN. Chaque 15 jours, on décide ensemble de la manière dont on décline nos politiques publiques sur l'ensemble du territoire. L'école inclusive et de façon plus générale, les moyens pour lesquels, pour la scolarisation, ça s'est posé avec tout un mouvement des écoles des quartiers populaires. Ici à Grenoble, c'est un peu l'actualité du moment. Beaucoup d'établissements où il y a eu beaucoup de mobilisation. Le rectorat a apporté des réponses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les réponses apportées sur toutes ces problématiques d'écoles qui demandent à être en REP, d'écoles qui demandent des remplacements, d'écoles qui demandent plus d'AVSH, donc les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Enfin, voilà, quelles ont été les réponses du rectorat par rapport à cette problématique? Oui, c'est vraiment un sujet qui est à la fois intéressant et quand même assez complexe. Là, on parle des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais le spectre couvert par les élèves à besoins éducatifs particuliers est très large, comme vous le savez. Ça va de l'élève qui a des comportements perturbateurs à l'élève en situation de handicap, à l'élève en situation de handicap très lourd. Bon. Et donc, derrière cette terminologie élève à besoins éducatifs particuliers, il faut quand même avoir des
actions qui sont ciblées sur l'ensemble de ces élèves. Là, le mouvement était à la fois effectivement sur les assistants éducatifs des élèves en situation de handicap, les AESH, mais aussi sur les élèves à besoins éducatifs particuliers dans une zone qui est une zone qui n'est pas la plus favorisée de Grenoble, avec des difficultés sociales. Et vous savez, souvent, moi je compare, il faut dire qu'on a quand même des enseignants qui font un travail extraordinaire, parce qu'en réalité, les enseignants deviennent les urgentistes sociaux de ces zones. On voit bien les urgences qui sont encombrées dans les hôpitaux, parce que quelquefois la médecine de ville est en difficulté. Mais en réalité, ces écoles deviennent un petit peu les salles d'urgence de ces quartiers. Et donc on a des enseignants qui doivent faire face non seulement à leur métier, cœur de métier, qui est d'enseigner, mais dans des conditions où ils doivent faire toute autre chose. Et en particulier, c'est eux qui doivent s'occuper, monter les dossiers auprès de la MDH, Maison du Handicap, de manière à voir si les élèves peuvent être notifiés. Ils font à peu près tout. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et tout à l'heure, vous me disiez quel est le rôle du recteur. Bon, jusqu'à une période récente, ce dossier était géré par le directeur académique, qui est un type très marrant, très bien. Mais on a compris que le sujet prenait une telle ampleur qu'il fallait que vraiment on rentre dans le dossier. Première chose, il faut comprendre la situation et l'analyser. Moi, je me suis rendu dans les 7 écoles dans lesquelles le mouvement était né. J'ai rencontré ceux qui voulaient me rencontrer, les parents, les enseignants, pour effectivement essayer de faire une idée très précise de la situation. Il y a des choses qui sont à la main du recteur, il y a des choses qui ne sont pas à la main du recteur. Vous parlez du rôle du recteur. Les enseignants demandent à ce que cette zone passe en REP REP+. Ça, je ne peux pas le signer. Parce que la carte des REP REP+, n'est pas à la main du recteur. Mais ce que je peux faire en revanche, c'est recueillir les arguments. Et si un jour, la ministre décide de revoir la carte des REP REP+, il va de soi que cette zone devrait en bénéficier en première intention. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait grand-chose sur le terrain. Nous, on essaie d'agir sur plusieurs leviers. D'abord, on essaie d'accompagner ces enseignants avec des formations. On essaie d'accompagner ces enseignants qui sont en difficulté avec la possibilité de recourir eux-mêmes à un soutien psychologique, soutien de l'académie, soutien RH, de manière à ce qu'ils se sentent pas seuls. Et puis on essaie d'avoir une action sur les élèves. S'il y a les enseignants, il y a les élèves. Si les élèves n'étaient pas perturbateurs ou en difficulté, les enseignants, bien sûr, iraient beaucoup mieux. On doit avoir une action sur les AESH, véritablement. Les AESH, assistantes éducatives ou les élèves en situation de handicap, se disent pas suffisamment formés. On a dit qu'on allait les former, et on va les former à leur demande, à leur initiative. On ne va pas leur dire voilà ce qu'on pense être bien pour vous, on va leur demander qu'est-ce que vous voulez comme formation, et on les mettra en place. Je ne veux pas être trop techno, mais la rentrée pour moi s'annonce dans de meilleures conditions. Pourquoi ? Parce que à la rentrée, le dispositif de l'école inclusive, aujourd'hui s'appelle des PIAL, nous allons le modifier, et notamment nous allons le modifier dans ces quartiers, ça va devenir des PASS, des pôles d'accompagnement aux élèves que nous allons scolariser. Et la différence, elle est essentielle. Aujourd'hui, on a un traitement des élèves en situation de handicap, l'éducation nationale, et puis à côté, le médico-social. Là, on va y aller ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir une action avec l'ensemble des dispositifs, le dispositif éducatif, les dispositifs médico-sociaux. Et pour ça, on met davantage de moyens. Aujourd'hui, vous voyez, sur ce qu'on appelle les PIAL, il y a un coordonnateur d'éducation nationale. Il y aura un coordonnateur d'éducation nationale, en plus, il y aura un coordonnateur qui vient de l'ARS, et il y aura un droit de tirage auprès de l'ensemble des professionnels qui peuvent apporter un soutien aux élèves. Ça peut être un orthophoniste, ça peut être un pédopsychiatre, ça peut être donc toute une panoplie. On va avoir un maillage territorial plus fin. Pour vous donner une idée, on passe de 8 PIAL à 11 PASS. Ça veut dire qu'on essaie d'être au plus près des besoins. Et puis à la rentrée, on met en place avec la ville de Grenoble
un dispositif. Moi, j'attends beaucoup de choses de ce dispositif. C'est le dispositif Respire, dont sans doute on parlera plus tard. On peut même en parler maintenant, si on Bah, fait un écoutez, petit focus, effectivement. Oui, un dispositif Respire. Vous savez, souvent dans une classe, et il faut discuter avec les enseignants, ils le diraient mieux que moi, il suffit de 1, 2, 3 élèves pour que on puisse pas faire l'école. Des élèves très perturbateurs. Il ne faut pas les stigmatiser, ces élèves. Il faut leur apporter une réponse. Et l'enseignant ne peut pas à la fois apporter une réponse à ces élèves très perturbateurs et à l'ensemble de la classe. Et donc, ils se retrouvent dans une difficulté pour tout simplement faire leur métier, faire la classe. Et c'est ça qui les mine et qui a été à l'origine du mouvement. Respire, c'est justement fait pour ça. Les élèves hautement perturbateurs, on les sort de la classe pour mieux les ramener dans la classe. C'est très important. On les sort pour mieux les ramener. On les sort parce que peut-être qu'ils n'ont pas le savoir-être, on ne leur a pas appris tout simplement. On ne leur a pas appris dans les familles. Ils ont peut-être effectivement, quelquefois, des comportements psychosociaux qui ne sont pas adaptés. Donc on les sort de la classe et on va vraiment les traiter chacun comme un cas particulier. On les sort un jour, on les sort 3 jours, on les sort une semaine, on les sort 3 semaines, on les sort un mois. Il n'y aura pas de règles. On les sort pour mieux les ramener. On les sort le temps de les, comment dirais-je, réoutiller. Le temps de traiter la difficulté. Ça peut être une difficulté psychosociale, ça peut être une difficulté comportementale. On les sort pour mieux les ramener dans la classe. Respire. On les sort pour les mettre où? On les sort pour les mettre. Alors, on est en train de mettre en place ce dispositif avec la mairie de Grenoble. On tient à les sortir pas trop loin de l'école, pour pas les stigmatiser. On ne les sort pas dans nos centres éducatifs, on les sort dans un dispositif que nous créons ad hoc. Aujourd'hui, les 2 hypothèses sur les 2 dispositifs Respire que nous allons mettre en place dans ces quartiers, c'est dans des locaux à proximité de l'école, voire d'ailleurs dans des locaux d'une autre école. Mais vous voyez, on les sort, mais on les laisse dans un environnement où l'école n'est jamais trop loin, où les enseignants sont jamais trop loin. Et là, on va avoir une action spécifique sur ces élèves. Mais l'idée, c'est pas de les sortir pour les ghettoiser. L'idée, c'est de les sortir pour mieux les ramener dans la classe. Moi, j'attends beaucoup de ce dispositif parce que souvent, la difficulté dans la classe, elle provient de 2-3 élèves hautement perturbateurs. Et puis, par ailleurs, il y a les élèves en situation de handicap. Et les élèves à besoins éducatifs particuliers, ça recoupe quand même un spectre assez large. Et là, moi, j'ai entendu ce que m'ont dit les professeurs. Et je me suis rendu compte que quelquefois, avec un AESH supplémentaire, vous changez la vie de l'école. Et donc, tout de suite, là, on a mis en place des renforts en AESH de manière... Alors, on a fait là aussi de la dentelle. On est allé voir école par école quel était le besoin qui permettrait de retrouver une situation sereine dans les classes, et on a répondu à ces besoins. On peut aussi élargir le spectre et parler des perspectives pour la rentrée, pour l'ensemble du département en tout cas. Est-ce que les choses se préparent bien? Il y avait cette fameuse question de un professeur devant chaque classe. On en est où aujourd'hui justement en termes de recrutement? Est-ce que les effectifs sont au complet? C'est la priorité absolue. Mais vraiment, on pourra tous s'accorder pour dire que le début et la fin de l'histoire, c'est ça. Il faut qu'il y ait des enseignants, parce que sans enseignants, tout le reste ne peut pas être déployé. Bon, Grenoble, honnêtement, Grenoble-Isère, c'est pas là où j'ai plus de difficultés. La situation, le sujet, c'est pas tellement avoir des élèves, des enseignants à la rentrée. On les a. On les a à la rentrée, partout. Y compris dans les zones de l'académie où c'est très difficile. Je pense particulièrement à Annemasse, où c'est très difficile de recruter des enseignants. Le Nord-Isère, non, aussi, qui est un petit peu tendu. Oui, le Nord-Isère, parce qu'il y a un centre d'attractivité qui est Lyon, quelques zones en Drôme et en Ardèche, où là, il faut... Oui, c'est pas les mêmes raisons, Oui, bien sûr. Où là, on compte pas en kilomètres, mais on compte en temps de déplacement. À chaque fois, il y a des raisons qui sont particulières. Non, on a des enseignants en face des élèves à la rentrée. Mais comme dans toute académie,
après vous avez une courbe où où ça se dégrade à partir des vacances de la Toussaint. Pourquoi ça se dégrade? Parce que la vie d'une académie, c'est la vie de n'importe quelle société humaine, ou d'une entreprise comme la vôtre. Les gens peuvent être malades, les dames peuvent faire des enfants, les accidents de la vie. Ce qui fait que quand on est très en tension, eh bien on peut se retrouver avec des problèmes de remplacement. Et c'est à ça que nous souhaitons nous attaquer. Alors on a pas mal de solutions, des brigades de remplacement. Dans certains cas, je le dis parce que c'est une solution qui peut être mobilisée, en tout cas il faut le faire à bon escient. Pourquoi pas dans certains cas, lorsque c'est sur une courte durée, des remplacements à distance, parce qu'on est con, lorsqu'on est vraiment bloqué. En tout cas, là, on est en train de tout faire pour que la situation l'année prochaine, sur la question des remplacements, c'est bien celle-là hein, qui m'intéresse, soit meilleure, la situation soit meilleure que cette année. Oui. Donc le nerf de la guerre, c'est le remplacement plus que les enseignants en poste. Oui, parce qu'à la rentrée, on a les enseignants. Là, vraiment, en toute transparence, on les a. Mais c'est effectivement, ensuite, notre capacité à les remplacer et pouvoir avoir un vivier suffisant pour pouvoir les remplacer. J'aimerais aborder avec vous, là c'est plus général, ça ne concerne pas forcément que l'Académie de Grenoble, mais un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mai sur l'éducation nationale, dont vous avez certainement entendu parler, qui est pas tendre, hein, qui a des propos assez durs. Enfin, quand on reprend simplement même les titres de chapitres de la synthèse, je suis pas allé chercher loin, on parle d'un système éducatif en situation d'échec, d'organisation en décalage avec les besoins des enfants, une impérieuse nécessité de repenser le modèle actuel. Comment est-ce que vous avez réagi à ce rapport qui pointe du doigt effectivement une école trop centrée, qui n'arrive pas à régler les inégalités sociales, qui coûte trop cher? Bon, pour la Cour des comptes, tout coûte trop cher, mais enfin, comment est-ce que vous, en tant que recteur, vous avez perçu ce document? Pour moi, hein, en tant que recteur, le sujet vraiment majeur, c'est que nous devons faire plus et mieux pour apporter des solutions à ce que moi j'appelle les inégalités de destin. L'Académie de Grenoble est une académie qui va plutôt bien. Il faut le dire par rapport à ce rapport. Je viens d'une académie où les choses étaient vraiment très difficiles, et il y en a d'autres où c'est vraiment plus difficile. Pour autant, dans cette académie qui va bien, donc où la performance éducative est au-dessus de la moyenne nationale, on réussit mieux, les évaluations sont meilleures. Pour autant, et peut-être pas pour autant, en raison de cette situation où les choses vont plutôt bien, il faut vraiment aller plus loin sur les situations dans lesquelles les élèves sont en échec. Alors ça peut être quelques élèves dans la classe, et vous savez, dans une classe où ça va plutôt bien, les 3 ou 4 qui sont en difficulté, eh bien ils sont encore plus en difficulté, parce que par rapport à une moyenne qui est haute. Donc il faut s'attaquer à ça. Et puis il faut s'attaquer, vous l'avez dit tout à l'heure, à certaines zones, quartiers prioritaires de la ville, dans lesquels les résultats ne sont toujours pas à la hauteur de vos attentes. Moi, si j'avais une priorité académique à afficher, c'est celle. C'est dans une académie où les choses vont plutôt bien, il faut que ça aille bien pour tout le monde. Et après, c'est toute une série de dispositifs. Bon, on a parlé tout à l'heure de l'accompagnement, là, à court terme, des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais après, ça va passer, y compris par des choses qui touchent au cœur du métier de l'enseignant, la pédagogie. Ici, dans cette académie, là, plus que dans les cartons, hein, sur la table, il y a une démarche pédagogique dont on va se saisir et que l'on va porter encore plus loin. C'est ce que l'on appelle ici les approches efficaces et équitables. Alors derrière ce jargon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a précisément ce que je vous dis. On prend conscience que l'académie va bien, mais dans une situation où l'académie va bien, on doit s'occuper des élèves qui sont plus en difficulté que les autres. Et pour ça, on doit même aller jusqu'à avoir une pédagogie adaptée, non pas à ces élèves, une pédagogie que l'on déploie pour l'ensemble des élèves, mais qui produit davantage de résultats pour les élèves qui sont en difficulté. C'est ce qu'on appelle les approches efficaces et équitables, approches explicites, remédiation langagière. Et donc, ce que nous souhaitons faire, et sur ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est le déployer vraiment. Le dispositif, il est prêt. On sait ce qu'il faut faire. La prise de conscience, c'est très important, le consensus
il est très largement partagé. Les formations de formateurs ont eu lieu. Maintenant, il faut que ça descende dans la classe et il faut que ça descende dans les classes qui en ont le plus besoin. Autre sujet qui, moi, m'intéresse et qui intéressera la ministre, qui intéresse la ministre beaucoup, lutter contre ces inégalités de destin, ça passe aussi par une information, orientation le plus tôt possible. Vous et moi, monsieur, enfin, moi non. Moi, j'ai bénéficié de l'école qui m'a conduit loin, mais je n'étais pas prédestiné à être professeur dans une université. On doit, pour ces élèves qui ont une connaissance du champ des possibles assez restreinte, on doit, dès la 5e, aller progressivement vers de l'information. J'ai pas dit de l'orientation, hein, de l'information, la connaissance, et pas attendre la connaissance des métiers. Et pas attendre la 3e et les années charnières pour leur dire, bon écoute mon gars, maintenant il faut que tu décides. Hein. Tu as 3 mois pour décider, mais rassure-toi, on va te faire de l'information orientation. Donc progressivement, aller vers une information orientation qui devient en quelque sorte presque une matière, comme les autres matières qui sont enseignées, de manière à ouvrir le champ des possibles, et que chaque élève est bien conscient le plus tôt possible ce qu'il peut attendre de l'école, ce que l'école peut lui apporter. Et mieux utiliser l'école. Moi, je voudrais qu'on mette vraiment l'accent dans cette académie, et la ministre nous y invite, sur le bien-être de l'élève et des communautés éducatives. Vous savez que là, on sort des assises de la santé scolaire. Bon, il faut qu'on aille plus loin sur la santé des élèves, et en particulier la santé mentale et le bien-être des élèves. Il faut qu'on fasse remonter les compétences psychosociales, l'estime de soi, la confiance en soi, la connaissance des émotions, la gestion des émotions, le consentement, l'égalité filles-garçons. Il faut faire remonter ça très tôt, dès le premier degré, parce que moi je suis sûr, le premier degré ça veut dire l'école élémentaire, hein, l'école primaire et l'école élémentaire, parce que moi je suis sûr que si on fait remonter les compétences psychosociales plus tôt, lorsqu'on arrive au collège, qui est quand même le lieu qui cristallise beaucoup de situations de mal-être pour les élèves, le harcèlement, la violence, je suis certain qu'on sera plus efficace. C'est un travail vraiment au long cours. Et puis, dans le bien-être, un sujet qui a fait polémique, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Beaucoup ne sont pas allés voir les programmes, monsieur. On dit, mon Dieu, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on va enseigner la sexualité à mes élèves du premier degré. Moi, j'invite tous ceux qui ont encore des questions sur ce sujet à aller voir des programmes. EVARS sous Google ou sous EduSchool, vous verrez que la plupart des notions qui sont enseignées dans le premier degré, chez les petits, c'est justement des choses qui relèvent de l'estime de soi, de la confiance de soi, de la connaissance des émotions, et on ne dit rien, évidemment, dans le premier degré, sur la sexualité. Et donc voilà, il faut travailler sur le bien-être des élèves, et en même temps, je dirais, il faut travailler sur le bien-être des enseignants. On a des communautés éducatives qui, quelquefois, sont en difficulté. Et vous voyez, pour reboucler sur le travail d'un recteur, c'est d'être au service de ses enseignants et au service de ses élèves. Depuis tout à l'heure, on parle du public, mais j'aimerais qu'on aborde aussi la question du privé, parce que les écoles privées ne font pas n'importe quoi, donc il y a des écoles privées sous contrat, des écoles privées hors contrat, mais même une école privée hors contrat a des comptes à rendre. Évidemment, tout le monde ne peut pas ouvrir une école comme ça du jour au lendemain. Quels sont les contrôles? Et aussi, il y a cette question qui s'est posée, notamment avec l'affaire Betaram, il y a cette question des violences sexuelles dans les institutions catholiques. Beaucoup d'écoles privées sont par nature catholiques. Est-ce que les rectorats en général, parce qu'en Isère, je ne crois pas qu'il y ait eu de cas particuliers, fort heureusement, mais est-ce que les rectorats en particulier étaient sensibilisés à cette question-là? Est-ce qu'il y a une attention particulière dans la foulée du rapport Sauvé, etc., autour de cette... Alors, plus que sensibiliser, la ministre nous demande d'agir, d'agir en transparence, merci pour la question, et d'agir de manière ferme. Sans que ce soit la revanche du public sur le privé, hein. Bien sûr. Ferme, mais de manière appropriée. 2 choses. Le privé sous contrat. Moi, une de mes premières réunions en arrivant ici, j'ai réuni l'ensemble des directeurs diocésains, c'est comme ça qu'on les appelle, dans le département, le secrétaire général de l'enseignement catholique, à l'échelle de l'académie, pour dire, écoutez, notre intérêt, c'est quand même être transparent, et aller très loin
est très fort sur les contrôles. Oui. On est d'accord. Donc on le faisait déjà, mais on va augmenter significativement les contrôles. Et la nouveauté, c'est qu'on va le faire pour certains d'entre eux de manière inopinée. Oui. Deuxième nouveauté, on faisait un contrôle sur le cœur de métier. Les enseignements, le respect des maquettes, le respect des conditions financières, quelque chose d'assez administratif d'une part, et essentiellement sur les enseignements et le cœur du métier. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on appelle la vie scolaire. C'est-à-dire la situation de l'élève dans l'établissement, avec une attention évidemment particulière pour les internats, et puis une attention particulière, mais ça concerne toutes les écoles, pas seulement les écoles privées, les internats, et ce deuxième point que je voudrais aborder avec vous, pour les voyages scolaires. C'est-à-dire que maintenant, systématiquement, il y aura un questionnaire à chaque fois que les élèves iront en voyage, en déplacement scolaire, en voyage scolaire, au retour, un questionnaire pour savoir comment ça s'est passé. Donc, sur le privé, sous contrat, on augmente considérablement les contrôles, le champ de contrôle est élargi, et le nombre de contrôles augmente, et les contrôles inopinés, qui n'existaient pas, aujourd'hui existent. Au moment où je vous parle, il y a des contrôles inopinés qui se déroulent dans des établissements. Et ça, on le fait, je tiens à le dire, en totale transparence avec l'enseignement catholique privé et avec leur accord. Yeah. Et puis, il y a le privé hors contrat. Le privé hors contrat, on le contrôlait déjà, on continue à le contrôler, avec toutes les problématiques que l'on peut avoir sur le privé hors contrat, puisque là, on rentre quand même dans des dispositifs qui sont beaucoup plus divers, beaucoup plus variés, et je dirais dans le privé hors contrat, chaque situation est une situation particulière. Alors, vous avez raison de le dire, dans l'Isère, on n'a pas de sujet. Je peux vous dire que sur le privé sous contrat et le privé hors contrat, dans l'Académie du Grenoble, on a quand même quelques sujets que l'on surveille vraiment, vraiment comme le lait sur le feu. Dans d'autres départements. Oui, dans d'autres départements de l'Académie. Ouais. Question sur la sécurité dans l'établissement scolaire, elle se pose. Là, récemment encore, il y a eu un incident à Échirolles, par exemple, un tir de mortier de feu d'artifice dans une cour. Il y en a eu aussi un en Savoie, si je ne m'abuse, récemment en salle de classe, carrément. Enfin bref, il y a des problématiques qui se posent. Est-ce que ça relève du rectorat, cette question-là? La région voulait installer des portiques, on parle des problématiques de vidéosurveillance, et j'imagine qu'on ne peut pas mettre des caméras dans des établissements sans que le rectorat ait son mot à dire, surtout qu'on pourrait filmer des mineurs, quelqu'un. Enfin, quelle est la marge de manœuvre, là encore, du rectorat sur les questions de sécurité? La question de la violence dans et aux abords des établissements scolaires, on sait ce qu'il faut faire. Aux abords des établissements. 2, à l'intérieur des établissements. 3, les locaux. Et 4, la coordination des acteurs. Sur chacun des points, on doit avoir une action. Alors, pour ce qui relève de nos actions, la ministre nous a demandé d'être très ferme sur ce qui se passe à l'intérieur des établissements. Alors, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire systématiquement conseil de classe, ça veut dire, elle était première ministre à l'époque, mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'elle a toujours bien en tête, la lutte contre le harcèlement, c'est les moyens vie scolaires, les CPE, les conseillers principaux d'éducation, les AED, assistants d'éducation. Donc on doit avoir un maillage dans les établissements et l'application stricte des règlements intérieurs, la mobilisation des conseils de discipline de manière à ce qu'on soit dans un système de tolérance zéro. Il faut d'autant plus le faire que les élèves et les familles eux-mêmes nous le demandent. Moi j'entends dire souvent, je l'entends dire et quelquefois même écrire, l'école, avec un grand E, reste un sanctuaire. Et chacun y tient. Il reste un sanctuaire quelquefois dans des quartiers dans lesquels, justement, aux abords des établissements, c'est compliqué. Donc là, on doit avoir une action coordonnée. Action coordonnée avec les forces de l'ordre, mais aussi la justice. Ça ne concerne pas Grenoble, mais je vous donne un exemple. On a mis en place en Drôme, avec le procureur de la République et la gendarmerie,
c'est un traitement des situations qui relèvent normalement de l'article 40. Vous savez, l'article 40, c'est à chaque fois qu'on a un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, constate une situation qui relève du pénal, il doit le signaler au procureur de la République. Mais vous savez qu'en France, les situations qui relèvent du pénal et qui sont signalées au procureur de la République, il y a de quoi remplir des amphithéâtres entiers, et que les délais de traitement étant ceux qu'ils sont, on n'a pas forcément la réponse appropriée. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est un fast track. C'est-à-dire que pour tout ce qui est grave, mais pas suffisamment grave pour aller en cour d'assises, hein, on a un traitement particulier par le procureur de la République, par les forces de gendarmerie, les jeunes sont convoqués, les familles sont convoquées, le rappel à l'ordre, de manière à ce que le fait ne reste pas sans traitement suffisamment longtemps. Autre exemple, là, qui concerne l'ensemble de l'académie, c'est la fouille des sacs à l'entrée des collèges et lycées. Bon, je sais que c'est pas toujours bien compris la fouille des sacs. Hein. La fouille des sacs, c'est quoi? C'est vérifier à l'entrée qu'il n'y a pas d'armes blanches. Parce qu'on a eu des cas d'armes blanches, comme vous le savez, au national. D'armes blanches et a fortiori d'armes de poing, évidemment, hein, mais qu'il n'y a pas en tout cas d'armes ou d'armes qui pourraient être des armes par destination. Moi, je dis, pour assez bien connaître la situation, je viens d'une académie où, malheureusement, ce que l'on connaît ici, on le connaît depuis de nombreuses années et de manière bien plus grave. Moi, je viens de l'académie de Guyane, hein, où il y a des tirs réguliers devant les établissements. Une bonne fouille, c'est une fouille où l'on ne trouve rien. Et oui, c'est l'effet dissuasif. Je sais que je veux être fouillé, de manière là aussi inopinée. On n'affiche pas le calendrier des fouilles. Hein. Je sais que je vais être fouillé, donc je mets rien dans mon cartable. Et c'est ça que l'on attend des fouilles de cartable. C'est pas de trouver. Quand on trouve, on sanctionne. Et on a trouvé des armes blanches. Exclusion de l'élève, titre conservatoire, article 40 du procureur de la République. Mais l'idée, c'est d'avoir des fouilles régulières, inopinées, de manière à ce que, à l'intérieur des établissements, on n'ait pas d'armes ou pas d'armes par destination. Et puis, il y a ce travail autour des établissements des forces de l'ordre, de manière à ce que, je dirais, le cercle de la sanctuarisation, eh bien, il soit le plus large possible. Mais là, vous avez raison, c'est une relation étroite de coopération avec les forces de l'ordre et la justice. Dernière question, vous pouvez répondre juste par oui ou par non si vous le souhaitez, mais vous pouvez développer aussi. Est-ce qu'il faut interdire les smartphones dans les établissements scolaires? Vous voyez ce que je pense? Je pense que oui. Je pense que oui, sauf si quelqu'un me propose mieux. Le temps scolaire est un temps qui doit rester un temps scolaire. Et puis par ailleurs, l'école doit prendre son rôle, jouer son rôle dans ce diagnostic général, social, sociétal, qui est l'invasion du numérique, quelquefois approprié et quelquefois pas approprié chez eux. Pour ceux qui voudraient discuter de ça et qui ne sont pas forcément sur ma position, lisez s'il vous plaît le rapport écran qui est disponible en ligne, qui a été remis l'année dernière au président de la République. C'est un problème médical, c'est un problème social, c'est un problème comportemental, c'est un problème lié à la santé mentale des élèves. Ça nous échappe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et une fois de plus, on va demander à l'école de faire quelque chose. Mais pas tant que ça. Ne pas utiliser le téléphone portable pendant les heures d'enseignement et pendant que l'élève est à l'école. On avait expérimenté il y a quelques années la pause numérique. Moi, j'étais recteur dans une académie, je vous le dis. On nous demandait de l'expérimenter sur un collège par académie. Moi, j'avais demandé à mes chefs d'établissement de le faire sur la totalité des collèges. C'est possible. Je sais tous les arguments qui vont m'être opposés. Tous. Je les connais déjà.
Alors, vous me posez la question, est-ce que je suis pour l'interdiction du téléphone portable à l'école? Je vous réponds oui. Et, euh, et vous voyez, tout à l'heure, vous me disiez à quoi ça sert un recteur. Dès lors que la ministre nous en donnera la possibilité, moi je souhaiterais vraiment que dans cette académie, on puisse véritablement mettre en œuvre la pause numérique à grande échelle, parce que je suis à peu près certain que ça produit des résultats positifs. Des premières évaluations qui ont été faites, hein, pour ceux qui ont fait de la pause numérique, les retours sont plutôt bons. Les retours sont plutôt bons. Alors attention, hein, je précise, hein, je suis pas en train de dire que tout le numérique est à jeter et qu'il faut jeter bébé avec l'eau du bain. Non, je parle moi de l'addiction aux réseaux sociaux, je parle du cyberharcèlement, je parle de cette incapacité pour le jeune à avoir une véritable concentration, je parle de cette difficulté pour le jeune à être présent et concentré pendant le temps scolaire, je pense à tout ça. Et donc, pendant le temps de l'école, il n'y a aucune raison d'utiliser le téléphone portable. Si l'enseignant a besoin d'accéder au numérique, eh bien, on a des tablettes, on a des ordinateurs. Mais l'idée de dire, non, on a besoin du téléphone portable pour être joint par les familles, s'il y a une urgence, pas de problème, ça on sait faire et on savait faire avec le téléphone portable. Non. L'idée de dire, on a besoin du téléphone portable pour avoir les emplois du temps, les notes, pas de problème, ça on sait gérer. Tous les arguments, je les connais. Bon, on a un dialogue à avoir avec les collectivités territoriales, parce que toutes les solutions qui permettent de se passer du portable sont des solutions que nous devons concerter, soit avec la région pour les lycées, soit avec les départements pour les collèges. On n'en est pas encore pour aller avec les écoles, puisqu'il faut des systèmes qui permettent de conserver les téléphones portables, des systèmes de sacs, des systèmes de casiers. Et puis je dois avoir une discussion avec ma communauté éducative. Moi, je ne veux pas imposer à mes conseillers principaux d'éducation, à mes enseignants, je ne veux pas imposer comme ça, tomber de haut, depuis Grenoble, vous allez faire la pause numérique. Je veux qu'on en discute, je veux expliquer les raisons pour lesquelles nous allons le faire, et je veux surtout voir avec eux la manière dont nous allons le faire. Et la manière dont on le fera peut-être dans tel collège sera différente de la manière dont nous le ferons dans tel lycée. Ce que j'avais fait dans ma précédente académie, c'est que je ne voulais pas que ce soit perçu par les élèves uniquement comme une sanction. Oui. En même temps qu'on a interdit l'usage, alors interdit, attention, dans les règlements intérieurs des collèges, à l'heure actuelle, c'est déjà interdit, mais qu'on s'est assuré de l'interdiction, donc on a mis de côté le portable à l'entrée du collège, on est allé beaucoup plus loin dans l'éducation aux médias et à l'information. Les deux phénomènes sont liés. L'utilisation des médias, l'utilisation de l'information, les réseaux sociaux. C'est quoi un média qui est labellisé véritablement média et une information que l'on peut prendre sans aucune difficulté. Attention aux différents types d'informations qui circulent. Donc en même temps qu'on remise le portable, sanction, on fait de l'éducation aux médias et de l'information pour qu'ils prennent véritablement conscience de la situation dans laquelle ils sont et des risques qu'ils prennent à utiliser le portable. Je lisais ce matin avant de venir une dépêche de l'AFP sur la consommation des sites pornographiques par les jeunes. C'est effrayant. Certains, ceux qui sont en libre accès, mais certains disent eux-mêmes que on va les chercher à travers les réseaux. Certains disent eux-mêmes qu'ils ont été confrontés à des contenus pornographiques sans l'avoir véritablement recherché. Non, à un moment donné, si on propose mieux, je prendrai mieux, mais aujourd'hui on ne propose pas tellement mieux que l'interdiction du portable pendant les heures d'enseignement. Donc je pense que c'est ce qu'on peut attendre de l'école. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de collégiens ou lycéens qui regarderont cet entretien sur un smartphone. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, une très bonne journée. Si l'audace transforme, c'est un usage approprié du numérique. Il ne faut pas sanctionner. Et ça nous va bien. Ça nous va bien. En dehors des heures de cours. Merci beaucoup. Merci. Voilà.